Elle est arrivée dans la boîte aux lettres comme n'importe quelle autre enveloppe, sans écriture manuscrite, sans adresse de retour, juste une étiquette imprimée avec mon nom centré soigneusement, comme si quelqu'un avait appuyé sur imprimer sans réfléchir à 2 fois. Je l'ai ouvert avec précaution, le bout des doigts traçant les bords, lentement et délibérément. À l'intérieur se trouvait une invitation d'anniversaire pour ma petite fille Amélia, mais quelque chose à ce sujet me serrait la poitrine, une pression silencieuse dont je ne pouvais me débarrasser. Pas d'amour, Grégory et Élise. Il n'y a aucun espoir que tu y arrives, maman. Pas même une note griffonnée dans la marge. Juste la froide formalité d'une heure, d'une date et d'un lieu, le genre de message que vous enverriez à un voisin éloigné, pas à une mère, pas à une grand-mère. C'était comme le début de quelque chose que je n'avais pas encore compris, quelque chose qui s'échappait tranquillement de ma portée. Et au fond de moi, dans un endroit ancien et non dit, je savais que je n'étais pas censé y aller. J'étais assis à la table de la cuisine, la carte toujours dans ma main, tandis que la douce lumière de l'après-midi se répandait sur le bois, dorée et chaude, indifférente au froid de mon cœur. Les coins de l'invitation étaient raides, tranchants, comme si elle venait de sortir de presse. Ça sentait légèrement le tonneur et le carton. Je l'ai retourné 1 fois, 2 fois. Rien. Aucune ligne manuscrite, aucune chaleur, pas même une signature. Ce n'était pas le genre d'invitation que l'on garde dans une boîte pendant des années, c'était le genre que l'on jette dans un tiroir et que l'on oublie. Mais je ne pouvais pas oublier. Ce serait le 9e anniversaire d'Amélia. Je me souviens du premier où je suis allé. Elle avait du glaçage sur le menton, ses joues brillaient, elle essayait de souffler des bougies trop proches les unes des autres, trop serrées pour faire un vœu correct. À l'époque, Grégory rayonnait de fierté quand j'entrais dans la pièce. Élise aussi. Elle m'a même demandé mes biscuits au gingembre la première année. Ils ont dit qu'ils avaient le goût de Noël. Maintenant, tout ce que j'avais, c'était cette carte, vide et polie. Je l'ai placée à côté de ma tasse de café, regardant la vapeur monter vers le haut, comme si elle essayait d'emporter mes pensées vers un endroit plus doux. Une partie de moi voulait l'ignorer, saisir l'allusion, laisser le silence grandir. Mais une autre partie, plus ancienne et plus calme, refusait d'être rejetée comme un courrier indésirable. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce sentiment. Ce lent changement dans le ton d'une famille. Cela n'arrive jamais tout d'un coup. C'est progressif, doux au début, presque invisible. Jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que la chaleur s'est dissipée, et que vous vous retrouvez seul sur le porche de ce que vous appeliez autrefois votre maison. Pourtant, je me suis dit que ça ne pouvait être rien. Peut-être qu'ils étaient occupés. Peut-être qu'ils ont juste oublié de le signer. Peut-être. Mais même à ce moment-là, je savais. Je le savais déjà. Ce n'était pas un oubli, c'était un message. Et je n'étais pas sûr d'être prêt pour ce que cela signifiait. J'ai placé l'invitation sur la petite table près du miroir du couloir et je l'ai laissée là pendant des jours. Chaque fois que je passais devant, je le regardais, espérant que quelque chose changerait. Bien sûr, ça n'a jamais été le cas. Mais le 4e matin, sans vraiment comprendre pourquoi, je me suis retrouvé à y tendre à nouveau la main, non pas pour remettre en question son intention, mais pour l'accepter. J'avais décidé d'y aller. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de l'espoir. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose de plus calme. Peut-être le souvenir de la petite main d'Amélia serrant la mienne au parc. Ou la façon dont elle traçait la couverture du vieux livre de contes de fées que je gardais sur mon étagère. Je lui avais promis une fois que je lirais chaque histoire jusqu'à ce qu'elle puisse les lire toute seule. Ce livre, relié en tissu vert délavé, est devenu le premier objet que j'ai mis de côté pour son cadeau. J'ai sorti une petite boîte en bois du placard à linge. À l'intérieur se trouvaient des photos, des cartes postales, des lettres, des fragments d'années, et tout en bas, le livre. Je l'ai ouvert lentement. Certaines pages étaient détachées, quelques coins déchirés, mais les illustrations conservaient encore leur couleur. Je l'ai placé délicatement dans un simple sac cadeau doublé de papier de soie. Puis je suis allé à la cuisine. Je n'avais pas cuisiné depuis un moment. Mais mes mains ont trouvé le rythme comme si aucun temps ne s'était écoulé. Beurre, sucre, cannelle. Les mêmes biscuits qu'Amélia demandait à chaque Noël. L'odeur remplissait la maison comme une vieille berceuse. Je les ai emballés dans une boîte en fer blanc, en superposant du papier sulfurisé entre chaque rangée. Une fois les 2 cadeaux prêts, je me suis assis un moment, les mains posées tranquillement sur mes genoux. C'était un calme étrange. Pas de papillons, pas d'attente.
Juste une préparation silencieuse, comme si mon corps avait déjà accepté tout ce qui allait arriver. Avant de partir, j'ai écrit une petite carte pour Amélia. Juste quelques lignes de mon écriture, rien de lourd. Je lui ai dit que je l'aimais. J'espère qu'elle a passé un bel anniversaire. Je l'ai glissé entre les pages du livre de contes de fées, là où l'histoire de la courageuse fille qui a traversé la forêt sombre a commencé. J'ai tout emballé, j'ai soigneusement vérifié l'adresse 2 fois et je suis sorti. Le ciel était couvert. Ce gris doux et lourd qui donne au monde une impression de silence, comme s'il retenait son souffle. J'ai pris une lente inspiration aussi. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis dirigé vers la voiture. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai simplement suivi le fil tranquille de quelque chose d'inachevé. Quelque chose bat encore sous tous les silences. Le trajet était long mais familier. Chaque tour gardait un souvenir. L'arbre sur lequel Grégory a grimpé à 10 ans. La station-service où il a acheté son premier soda. Et enfin, leur maison. Toujours blanc avec des volets bleus. Toujours la même pelouse tondue et les mêmes pots de fleurs. Je me suis arrêté de l'autre côté de la rue et me suis assis un moment, regardant les familles aller et venir. Des boîtes emballées, des ballons à l'hélium, des rires qui jaillissaient lorsque la porte s'ouvrait. Le son de la célébration. J'ai regardé le sac cadeau et la boîte sur le siège passager. Puis je les ai rassemblés doucement. Un dernier souffle, un pas régulier en avant. J'ai traversé la rue et me suis dirigé vers la porte. Quoi qu'il en soit, j'étais arrivé. Cela comptait plus qu'il ne l'admettrait jamais. La passerelle était bordée de ballons attachés à de petits piquets blancs, se balançant doucement dans le vent. J'ai enjambé un ruban égaré, ajusté le sac dans ma main. À travers les vitres de devant, j'ai vu des formes bouger. Des enfants qui courent partout. Quelques adultes se sont rassemblés près de la cuisine. Des banderoles au plafond. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Mais quelque chose à ce sujet semblait étranger maintenant. Comme si cela appartenait à une histoire qui avait continué à avancer même après que j'ai cessé d'y être inscrit. J'ai monté les marches du porche, en faisant attention à ne pas bousculer la boîte à biscuits. Ma main s'est tendue vers la sonnette. Mais avant que je puisse appuyer dessus, la porte s'est ouverte. Grégoire se tenait là. Son visage était illisible. Ni en colère, ni chaleureux, juste immobile. Il n'avait pas l'air surpris. Presque comme s'il avait attendu près de la porte, écoutant mes pas. Nous sommes restés comme ça pendant quelques secondes. Lui dans l'embrasure de la porte. Moi tenant les cadeaux. Puis il sortit et ferma doucement la porte derrière lui. J'ai entendu le clic du loquet. Le son était faible, mais définitif. Il n'a pas parlé tout de suite. Ses yeux se posèrent sur le sac cadeau, puis sur la boîte, puis revinrent sur les miens. J'ai ouvert la bouche, mais il a légèrement levé une main, non pas pour m'arrêter, mais plutôt comme un signal, un geste répété. Il a dit, presque doucement, qu'il serait préférable que je n'entre pas. Sa voix ne tremblait pas. Il ne transportait pas de chaleur. C'était le genre de ton que les gens utilisent lorsqu'ils lisent une politique. Comme le dit un directeur de magasin, ce n'est pas personnel, c'est juste une procédure. Il m'a dit que ce n'était pas une bonne idée. Que cela pourrait rendre les choses inconfortables. Que les enfants n'avaient pas besoin de stress. Que Élise avait travaillé dur sur tout et ne voulait pas de distraction. Puis il s'arrêta. Comme s'il ne voulait pas dire la suite, mais avait décidé que c'était nécessaire. Et je me souviens de chaque mot. Que je ne faisais paix. Lui vraiment partie des choses. Pas de manière cruelle. Pas fort. Il n'a même pas établi de contact visuel quand il l'a dit. Il regarda le tapis sous nos pieds, comme si la phrase avait été écrite là et qu'il la lisait à haute voix. Mes bras n'ont pas bougé. J'ai continué à tenir les cadeaux comme s'ils appartenaient encore à quelque part. Comme si quelqu'un à l'intérieur pouvait ouvrir la porte à tout moment et rire et lui dire qu'il était ridicule. Mais personne ne l'a fait. J'ai demandé si Amélia savait que j'étais venu. Il n'a pas répondu. Il a juste regardé vers la route, comme s'il attendait l'arrivée de quelqu'un d'autre. Je suis resté là pendant une autre longue inspiration. Puis je lui ai donné le sac et la boîte. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire qui aurait pu aboutir là où il aurait dû. Il les prit avec la même immobilité pratiquée et tourna le bouton derrière lui.
La porte s'ouvrit, avala la lumière, puis se referma. Je suis retourné à la voiture. Pas en colère. Pas même de tristesse. Juste dans ce genre de silence où quelque chose à l'intérieur change, lentement mais définitivement. Je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Je me suis assis là à regarder la maison. Je me demande comment quelque chose d'aussi familier peut sembler si inaccessible. C'est à ce moment-là que la porte s'est vraiment fermée, non seulement sur la maison, mais sur la version de moi qui attendait encore d'être invité à entrer. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas enlevé mon manteau. Je suis resté longtemps dans le couloir, à regarder l'espace vide au-dessus de la table d'entrée où j'avais l'habitude d'accrocher des tableaux. Il y en avait une de Grégory là depuis des années, tenant Amélia bébé, mais je l'avais enlevée au printemps dernier. Je me souviens m'être dit que c'était juste pour dépoussiérer le cadre, mais d'une manière ou d'une autre, je ne l'ai jamais remis en place. Je me suis déplacé dans la cuisine et j'ai posé la boîte à biscuits sur le comptoir. Je n'ai pas pris la peine de déballer le petit sac cadeau. Le silence dans la maison m'enveloppait, m'enveloppant. Il n'y avait aucun bruit, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et du léger crépitement du radiateur à plainte qui réchauffait les carreaux sous mes pieds. Plus tard dans la soirée, alors que le ciel s'assombrissait dans un épais crépuscule orange, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Élise. Elle n'a pas commencé par une salutation, juste par les mots « Ne faites pas de ça une scène ». Grégory a déjà tout expliqué. Il n'y avait aucune chaleur, aucune curiosité de savoir si j'allais bien, juste un avertissement. Comme si j'avais fait quelque chose de perturbateur simplement en me présentant. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table et j'ai regardé le mur. Je ne me souviens pas exactement combien de temps je suis resté assis comme ça. À un moment donné, je me suis levé et je me suis dirigé vers le placard du couloir. J'ai tendu la main au-delà des manteaux et j'ai sorti une vieille boîte de classement. Ça sentait le cèdre et la poussière. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais pas touchés depuis des années, des actes, de vieux papiers fiscaux, des lettres de mon mari lorsqu'il était à l'étranger avec le VA. Enterré près du fond se trouvait ce que j'étais venu chercher, le titre de propriété de la cabane de Walnut Creek. L'endroit que Grégory pensait être déjà le sien. J'ai passé mes doigts sur le nom en haut, le mien. Toujours à moi. Pas de transfert, pas de cosignature. Il avait toujours supposé qu'une fois qu'il aurait atteint 35 ans, la cabine lui reviendrait naturellement. Il en parlait comme si c'était déjà le sien, l'été où il avait dit qu'il installerait des panneaux solaires, l'extension de terrasse qu'il n'a jamais construite. Cela faisait partie de son histoire. Mais il n'a jamais demandé, et je n'ai jamais dit oui. À l'époque, je me disais que je lui donnais simplement l'espace pour se sentir responsable. Mais la vérité, c'est que j'étais fatigué d'expliquer, fatigué qu'on me rappelle que mon opinion n'avait plus d'importance à moins qu'elle ne corresponde à ce qu'il voulait. J'ai plié le document doucement et je l'ai placé sur la table à côté de moi. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme une ombre dans ma propre maison. Le message d'Élise était destiné à me faire taire. Au lieu de cela a ouvert une porte que j'avais discrètement fermée il y a des années. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'avais jamais rien signé. Et s'ils étaient à l'aise de me chasser de leur vie, ils devraient peut-être réfléchir à 2 fois avant de construire leur avenir sur une terre qui ne leur appartient pas encore, pas jamais, si je le choisissais. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. La lumière était encore douce, pas tout à fait la lumière du jour, juste ce léger gris-bleu qui recouvre tout lorsque le monde retient son souffle. Je me suis assis près de la fenêtre de la cuisine, une tasse de café entre les mains, et j'ai regardé la rue vide. L'acte de propriété de la cabane était à côté de moi, encore ouvert depuis la nuit précédente. Mon esprit s'est replongé, non seulement dans l'enfance de Grégory, mais aussi dans l'époque où cette cabane n'était pas seulement une propriété ou un plan de secours. C'est l'endroit où mon mari a appris à Grégory à fendre du bois. Où j'ai appris à réparer les toits qui fuyaient et à récurer la vieille cheminée en pierre avec du vinaigre et du sel. Les planchers craquaient, l'isolation était terrible, mais c'était à nous. La première fois que nous y avons séjourné après les funérailles de Ron, c'était début novembre. Le froid s'était déjà installé dans la vallée. Grégory avait 16 ans, il était en colère et calme. J'étais encore engourdi. J'ai apporté l'urne enveloppée dans une couverture en laine et je l'ai placée sur le manteau. Il n'a pas beaucoup parlé pendant ce voyage, mais une nuit, longtemps après être allé me coucher, je l'ai entendu en bas. Le lendemain matin, il y avait un petit tas de petits bois, parfaitement empilés près de la cheminée.
C'était sa façon de faire son deuil. Des années plus tard, lorsque Grégory m'a demandé s'il pouvait reprendre la cabane, je n'ai pas dit non, mais je n'ai pas dit oui non plus. Il n'a plus jamais demandé. Je suppose qu'il a pris mon silence comme une permission. Maintenant, en y repensant, je peux voir avec quelle facilité les suppositions se transforment en droit. Et je l'avais laissé arriver. J'avais laissé cette croyance perdurer, je l'avais même encouragée en restant silencieuse. Mais la cabine n'était pas un cadeau à réclamer. C'était la seule partie de ma vie qui n'avait pas été touchée par la négociation ou la performance. C'était la mémoire, la perte et l'amour, superposés dans le bois et la pierre. J'ai fini mon café et j'ai placé la tasse dans l'évier. Puis j'ai marché dans le couloir jusqu'au placard et j'ai sorti une boîte à photos. À l'intérieur se trouvaient des tirages de vieux appareils photo jetables, certains décolorés, d'autres nets. Un de Grégory sur les épaules de Ron, canne à pêche à la main. Une autre photo de moi debout près du porche de la cabane, tablier saupoudré de farine, tendant une assiette de brioche à la cannelle à deux garçons souriants. Tout en bas se trouvait la photo que je ne savais pas avoir conservée. Un polaroid de Ron et moi du premier hiver de la cabane. La neige derrière nous, le bras de Ron autour de mes épaules. Son écriture au dos, la maison est là où nous sommes assez têtus pour la garder. J'ai gardé cette photo pendant longtemps. Puis je l'ai placée à côté de l'acte. Je ne m'accrochais pas simplement à un bâtiment. Je m'accrochais au dernier endroit où je m'étais senti moi-même, complètement, sans condition. Et peut-être, juste peut-être, il était temps que j'arrête d'attendre que quelqu'un d'autre voie ça. Peut-être qu'il était temps que je recommence à le voir par moi-même. Cela faisait presque 7 ans que je n'avais pas vu Carole en personne. Nous travaillions ensemble au centre médical VA à Auckland. C'était le genre de femme qui se comportait comme si elle avait vu le pire et qui apprenait quand même à rire. Après notre retraite, nous nous sommes parlé au téléphone de temps en temps, principalement pendant les vacances ou lorsque quelqu'un de l'ancienne unité décédait. Mais ce dimanche matin, elle s'est présentée à ma porte d'entrée sans prévenir. Je l'ai ouvert et je l'ai vue debout là, un petit sac de courses dans une main et un regard qui disait qu'elle en savait déjà plus qu'elle ne le devrait. Elle est entrée, m'a fait un rapide câlin, puis s'est dirigée directement vers ma cuisine comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. « Tu ne m'as même pas dit que c'était l'anniversaire d'Amélia », dit-elle en commençant à déballer le sac. Des œufs, du pain, une pinte de myrtille. J'ai dû l'entendre de la bouche de la fille de Sandra. La femme de Grégory a loué un château gonflable et a posté la moitié de la fête en ligne. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assis à table et je l'ai regardée se sentir chez elle. Elle nous a servi du café à tous les deux, puis s'est finalement assise en face de moi. Ils ne t'ont pas laissé entrer, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête une fois. L'expression de Carole n'a pas beaucoup changé. Elle avait travaillé dans des services de traumatologie où elle savait que le silence en disait parfois plus qu'une dépression nerveuse. « Tu as déjà mis à jour le titre de cette cabane ?» demanda-t-elle doucement. Au bout d'un moment, j'ai attrapé l'acte qui reposait encore sur le buffet derrière moi et je l'ai fait glisser sur la table. Elle l'a lu et a hoché la tête. « Alors c'est toujours à ton nom. »« C'est déjà ça. » Puis elle se pencha légèrement. « Écoutez, ce n'est pas juste une rupture familiale. J'ai déjà vu ce schéma. Quand les gens veulent effacer quelqu'un, ils commencent par l'histoire, mais finalement, ils s'attaquent aux traces écrites. Votre nom, votre lieu, vos droits. » Ces mots ont retenti plus fort que je ne l'avais prévu. Je fixais le bord de la table. « Ils pensent que vous êtes silencieux, et c'est peut-être le cas, a-t-elle poursuivi. Mais ils ne peuvent pas vous rayer de la vie que vous avez construite. S'ils utilisent cette cabine comme levier ou dans le cadre d'un plan financier, vous avez parfaitement le droit de les arrêter. » Elle a sorti une carte et me l'a glissée. Linda Alvarez, droit des successions et des biens des personnes âgées. Elle est vive, plus jeune que nous lorsque nous avons commencé, mais elle sait comment se déplacer dans ce genre de désordre. Par lui, Doris. Même si vous n'agissez pas maintenant, vous devez savoir exactement où vous en êtes. Nous avons passé le reste de la matinée à discuter de vieux souvenirs et de muffins à moitié brûlés. Mais la visite de Carole n'était pas seulement une question de réconfort. C'était un petit coup de pouce discret, un rappel que j'avais encore des choix. Que je n'étais pas un fantôme dans la version des événements de quelqu'un d'autre. Après son départ, j'ai regardé la carte de Linda pendant un long moment. Cela faisait des années que je ne m'étais pas défendu d'une manière qui mettait les autres mal à l'aise. Mais c'était peut-être ça le problème. Peut-être qu'il était temps qu'ils se sentent un peu mal à l'aise eux aussi.
J'ai rencontré Linda Alvarez 2 jours plus tard dans un modeste bureau du centre-ville, niché entre une boulangerie et une vieille librairie. Son bureau était petit mais bien organisé, et tout chez elle indiquait qu'elle était sérieuse. Pas de charme inutile, pas de condescendance, juste une confiance tranquille et de la clarté. Carole avait déjà informé son. Linda avait l'acte numérisé, les documents de propriété et, étonnamment, une copie du pitch deck de Grégory pour le financement de sa start-up. Elle avait même surligné la section où il mentionnait la cabane comme bien garantie. « Votre fils utilise la cabane pour obtenir un deuxième financement », dit-elle d'une voix calme et mesurée, presque trop égale pour le poids de ses paroles. Ce qui devient problématique, étant donné que le titre de propriété est toujours entièrement à votre nom. Je gardai le visage impassible, même si mon estomac se noie. Il avait affirmé que la cabane lui avait été transmise par héritage, sans contestation possible. Linda tapota légèrement l'écran avec son stylo. Et qu'aucun autre parti n'a jamais contesté la propriété, a-t-elle ajouté. Je secouai lentement la tête. Je n'ai jamais signé de transfert. Je n'ai jamais accepté la copropriété. Cet endroit était à moi avant même l'apparition de sa première dent. Linda hocha la tête, se pencha en avant et posa ses coudes sur le bureau. Vous détenez toujours le titre de propriété. Cela vous donne un contrôle juridique complet. Mais si vous n'agissez pas, ses créanciers pourraient agir en présumant que sa réclamation est valable. Nous devons les en avertir. Je me suis adossé à ma chaise, les yeux rivés vers la fenêtre. Dehors, tout était calme, seul le léger vrombissement d'un camion de livraison au loin rompait le silence. Je ne veux pas le vendre, murmurai-je, et je ne veux pas qu'ils construisent leur rêve sur quelque chose dont ils m'ont poussé à sortir. Linda écouta attentivement, puis proposa la prochaine étape, déposer une déclaration de sinistre. Une alerte officielle aux banques, aux investisseurs et aux archives publiques, indiquant que la propriété du chalet était remise en question. Sans agressivité, elle se montra ferme. Une fois la plainte déposée, dit-elle doucement, Grégory ne pourra plus légalement utiliser la propriété comme moyen de pression, et vous n'aurez pas besoin de le confronter directement. Je m'occuperai de toute la communication. Si quelqu'un vous contacte, transmettez-le-moi. Elle a glissé les papiers vers moi. J'ai pris le stylo. Ma main était ferme. En signant, quelque chose a changé en moi, au pas de la peur, ni du regret, mais quelque chose qui ressemblait à un poids qui quittait mes épaules. J'étais resté silencieux trop longtemps. J'avais laissé le sentiment brouiller ma position. Mais cet endroit, cette cabane, était bien plus que du bois et des murs. Il contenait des souvenirs. Il contenait de l'amour. Il contenait du chagrin. Bois de chauffage empilé par les mains de mon défunt mari. Les matins crêpes avec les doigts collants de Grégory. Des soirées au bord du ruisseau où seul le chant des grillons nous tenait compagnie, et où aucun son de jugement ne nous parvenait jamais. Linda s'est levée et m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. Elle a marqué une pause. Juste un avertissement, cela pourrait en perturber certains. La vérité a le don de secouer l'arbre. Je me tournai vers elle, plus sereine que je ne l'avais été depuis des années. Alors laisse-la trembler. L'avis a été envoyé un mardi matin. Le jeudi soir, j'avais 8 appels manqués de Grégory, 3 messages vocaux que je n'avais pas écoutés et un long courriel d'Élise, rempli de mots comme « inquiétude » et « malentendu ». Mais je n'étais pas confus. J'étais clair. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai préparé un petit sac pour le week-end et je suis allé à Walnut Creek avec Carole. Le chalet avait toujours été mon refuge, mais ce week-end-là, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de plus, un moment de ressourcement. À notre arrivée, les marches étaient encore solides, même si la peinture de la rampe commençait à s'écailler. Le vent apportait l'odeur familière du pain et de la terre humide. Carole déverrouilla la porte et la poussa. Des grains de poussière flottaient au soleil, comme un accueil discret. La première chose que j'ai faite a été de me diriger vers la cuisine. J'ai ouvert les tiroirs, rangé les couverts, jeté les épices périmées. Carole a balayé le sol, tiré les rideaux. Nous avons bougé en silence, ce silence confortable que les vieux amis comprennent, pas besoin de bavarder. Dans le couloir du fond, j'ai trouvé la boîte de photos que Grégory avait rangée des années auparavant. Je l'ai ouverte lentement, soulevant chaque cadre avec révérence, comme si chacun contenait quelque chose de fragile. Nous étions là, tous les trois, en pull de laine, le nez rouge après une descente en luge. Une autre photo, Grégory perché sur les épaules de son père, une minuscule canne à pêche à la main.
Et une autre, mon mari et moi, debout près du foyer en pierre, des chopes de cidre à la main. J'ai dépoussiéré un cadre et je l'ai remis sur la cheminée. Celui-là est resté. Nous n'avons pas parlé du désordre juridique, pas à voix haute. Il flottait dans l'air comme un brouillard de montagne. Carole, toujours pragmatique, a allumé un feu dans l'âtre. J'ai préparé du thé. Nous sommes restés assis, écoutant le doux crépitement du bois. Ce soir-là, emmitouflé dans mes couvertures sur la véranda, mon téléphone vibra de nouveau. Un texto de Grégory. J'ai vu la plainte. Vous avez fait valoir votre point de vue, mais ça va tout gâcher pour moi. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai éteint le téléphone et l'ai rangé dans le tiroir à côté du vieux cadran rotatif. Le lendemain matin, nous avons emprunté le court sentier derrière la cabane jusqu'à la crête où le ruisseau serpentait entre les arbres. Le sentier était envahi par la végétation, mais mes pieds s'en souvenaient. Ils connaissaient le chemin. Au bord du chemin, le banc construit par mon mari était toujours debout, de travers mais solide. Nous nous sommes assis. La brise agitait les hautes herbes. Carole m'a tendu une bouteille thermos. Tu as bien fait, dit-elle doucement. Pas seulement juridiquement. Émotionnellement. Tu as fixé une limite. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais entière. Plus tard dans l'après-midi, j'ai sorti un vieux carnet du tiroir du bureau et j'ai écrit ce que je voulais faire ensuite, pas seulement sur le plan juridique, mais aussi pour moi-même. J'ai écrit les mots en silence dans mon esprit tandis que le stylo appuyait sur le papier. Je ne suis pas invisible. Je suis toujours là. Et cet endroit, cette parcelle d'arbres, de pierre et d'air, ne leur appartenait pas et ils ne pouvaient pas m'en effacer. Le samedi matin, le brouillard s'était levé de la vallée en contrebas du chalet. Debout à la fenêtre de la cuisine, je regardais les premières lueurs s'étendre doucement sur la lisière des arbres. L'air était calme, mais pas ce silence profond. C'était le calme qui vient après un dur gain. À 10 heures précises, un SUV argenté s'est arrêté sur l'allée de gravier. Un homme sorti à la quarantaine, costume impeccable, chaussures cirées inadaptées à la terre. Il ne regarda ni les montagnes ni les arbres. Il marcha droit vers le porche, comme un homme en quête d'un meilleur endroit où aller. J'ai ouvert la porte avant qu'il puisse frapper. « Mademoiselle Dorsey », dit-il en ajustant la bandoulière de sa serviette. « Je m'appelle Matthew Klein. Je représente votre fils. » Je le laissai entrer sans un mot. Carole, qui lisait tranquillement dans le salon, lui offrit un café. Il déclina. Il ouvrit sa valise et en sortit un dossier. L'air changea légèrement. Il parlait calmement, délibérément. Grégory et Ellie souhaitent résoudre cette affaire sans escalade. Ils sont prêts à vous faire une offre financière en échange de votre coopération pour le transfert du titre de propriété. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de tout d'éviter toute nouvelle révélation publique. Il a glissé le dossier vers moi. Je n'y ai pas touché. Nous gérerions bien sur les formalités administratives en toute discrétion. Vous conserveriez certains droits de visite, si vous le souhaitez, mais la pleine propriété serait transférée. Sa voix était douce. Régulière. Il parlait comme quelqu'un habitué à entendre « oui ». Je me suis levé, je me suis dirigé vers la cheminée et j'ai soulevé le titre de propriété de la cabane de son cadre en bois. Les mains de mon mari avaient fabriqué ce cadre. J'ai apporté le document sur la table et j'ai pointé du doigt la ligne en bas. Mon nom. Écrit à l'encre. Clair. Indélébile. Ce n'est pas juste une propriété, dis-je doucement. C'est un souvenir. C'est une promesse. C'est la dernière chose que mon mari a touchée avant de mourir. Et mon nom y figure toujours. Matthew ne broncha pas, mais n'insista pas. Il referma le dossier, se leva et hocha la tête. Si vous changez d'avis, a-t-il dit, nous sommes ouverts à de nouvelles discussions. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Sur le porche, il s'est arrêté. Vous devez savoir, a-t-il ajouté, que cela affecte déjà les investisseurs de Grégory. Je laissai cela planer. Puis je dis, doucement mais fermement. Chacun doit vivre avec les conséquences de ce qu'il efface. Je refermai doucement la porte. Derrière moi, Carole expira. Nous sommes restés longtemps assis près du feu. Le dossier qu'il avait laissé n'avait pas été ouvert. Cette nuit-là, je l'ai brûlé, page après page. Les flammes s'enroulaient autour de chaque offre, de chaque signature,
de chaque menace voilée et parée de courtoisie. Je n'avais pas besoin de leur offre. J'avais déjà ce qu'ils n'auraient jamais eu. Un endroit qui se souvenait de moi. L'après-midi suivant, le vent s'était levé à travers les pins. J'étais en train d'empiler du petit bois près du porche arrière quand j'ai entendu le portail grincer. Au début, j'ai pensé que c'était Carole qui revenait de sa promenade, mais les pas étaient plus légers, plus rapides. Je me suis retourné et elle était là, Amélia, les cheveux attachés en queue de cheval tordu, les chaussures un peu boueuses, les joues roses à cause du froid. Elle tenait un sac fourre-tout usé, le genre que j'avais l'habitude de porter quand j'allais la chercher à l'école. Elle m'a regardé sans dire un mot, juste en train de regarder, ses yeux cherchant les miens. Je me suis figé, non pas par peur ou par colère, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose qui me faisait à la fois mal, de joie et de tristesse. Elle s'approcha lentement, puis tendit les bras. J'ai laissé tomber le petit bois sans réfléchir. Elle s'est enroulée autour de moi comme elle le faisait avant, petite, chaleureuse et silencieuse. Je n'ai pas demandé comment elle était arrivée là. Je l'ai juste tenue à l'intérieur, mes bras se refermant autour des morceaux de mémoire fait chair. Je lui ai réchauffé les mains avec une tasse de thé pendant qu'elle était assise sur le canapé, les épaules serrées. Elle jeta un coup d'œil autour de la cabine comme si c'était un souvenir qui tenait à peine forme. J'ai montré la cheminée et j'ai dit doucement, « Ton grand-père a accroché ce manteau de ses propres mains. » Elle l'a regardé, puis m'a regardé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « J'ai vu ta photo dans une boîte dans le placard, » dit-elle. Maman a dit qu'elle allait le démonter, mais je l'ai pris en premier. Sa voix était brisée, fragile. « Papa ne parle plus jamais de toi. Je ne savais pas où tu étais. » J'ai écouté sans me presser, sans interruption. Ces mots venaient lentement, comme s'ils avaient attendu trop longtemps pour être prononcés, chacun lourd du poids de l'absence. « Parfois, je regarde par la fenêtre, » murmura-t-elle, « et je crois te voir sur le trottoir. Je me dis que si je te fais signe, tu me le rendras. » Je me suis penché et j'ai doucement glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu n'as pas besoin de me faire signe, » murmurai-je. « Je suis toujours là. » Nous avons passé le reste de l'après-midi à préparer une fournée de vieux biscuits au sucre, les mêmes que j'avais préparés chaque mois de décembre. Elle se souvenait des formes, se souvenait même de l'emporte-pièce qui avait fait l'étoile tordue. Plus tard, nous sommes descendus jusqu'au ruisseau. L'eau était basse, mais chantait encore doucement sur les pierres. Elle fit sauter un caillou, puis un autre, son rire résonnant sur l'eau. Nous nous sommes assis sur le banc en bois près du virage, celui que Grégory m'avait aidé à construire quand il avait à peine 12 ans. Amélia soupira, son souffle se transformant en brume dans l'air frais. « C'est plus calme ici. J'aime ça. Personne ne me coupe la parole ici. » J'ai laissé le silence s'installer autour de nous, un calme partagé qui n'avait pas besoin d'être rempli. Quand le soleil a commencé à tomber, je l'ai raccompagné à la cabane. Carole était alors revenue et avait tranquillement commencé à préparer le dîner. Amélia a aidé à mettre la table. Nous avons mangé ensemble, juste tous les trois, sans pression, sans explication, seulement au rythme des petits réconforts. Ensuite, j'ai appelé un chauffeur en qui j'avais confiance pour la ramener chez elle. J'ai enroulé l'écharpe que j'avais tricotée il y a des années autour de son cou. Elle m'a serré fort dans ses bras à la porte, sa voix douce contre mon épaule. « Je reviendrai. La prochaine fois, je veux apprendre à faire les étoiles tordues moi-même. » J'ai regardé la voiture rouler lentement sur le chemin de gravier, les feux arrière clignotant à travers les arbres comme de minuscules yeux rouges s'estompant dans le crépuscule. À l'intérieur de la cabine, la chaleur persistait. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de m'accrocher à des souvenirs, mais plutôt d'en créer de nouveaux. Le lendemain matin, le givre s'accrochait encore au rebord de la fenêtre. Je me suis servi une tasse de café et suis sorti sur le porche, regardant la brume monter, lente et argentée, des arbres. Le silence était différent maintenant, non pas vide, mais plein d'attente, comme quelque chose qui attendait de se dérouler. Quand j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai remarqué un nouvel email d'Élise. L'objet du message était simple, juste mon nom. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai cliqué. On pouvait y lire, cela nuit à la réputation de Grégory. Les clients posent des questions. Il est extrêmement stressé. Je sais que vous êtes blessé, mais ce n'est pas la bonne solution. Je vous demande, de femme à femme, d'arrêter avant que cela ne détériore tout. Aucune excuse, juste des supplications, enveloppées d'une fine couche de civilité. Je suis resté assis,
laissant les mots se déposer comme de la poussière sur de vieux planchers. J'ai pensé au silence de Grégory, à son habitude de disparaître lorsque la responsabilité se pressait trop près. Élise avait toujours été le bouclier, la porte-parole raffinée, celle qui souriait avec un sourire crispé lors des dîners de famille et détournait la conversation de tout ce qui était difficile. Mais maintenant, c'était elle qui tendait la main, non pas pour guérir, non pas pour demander ce qui n'allait pas, mais simplement pour faire cesser le bruit. J'ai pris une inspiration, puis j'ai appuyé sur répondre. Mes doigts bougeaient lentement, délibérément. Je n'ai pas commencé, j'ai écrit. Tu as choisi de m'effacer. Maintenant, je me dessine à nouveau. J'ai appuyé sur envoyer. Juste une ligne. Pas de menace, pas de drame. Il n'a jamais été question de vengeance, je n'avais aucun appétit pour les batailles. Ce que je voulais, c'était de la clarté, de l'espace, une frontière tracée clairement et fidèlement. Plus tard dans l'après-midi, je me suis tenu devant le vieux bureau en cèdre de la cabane et j'ai sorti l'acte de propriété. Mon nom était toujours là, ni le sien, le mien. J'ai placé le document soigneusement dans un dossier intitulé Transfert de gestion. Il était presque temps. Carole m'a aidé à numériser les copies finales. Linda les avait dessinées exactement comme je l'avais demandé, chaque détail précis, chaque intention intacte. Tout sera officiel d'ici la semaine prochaine. J'ai jeté un coup d'œil à la photo qu'Amélia avait apportée de chez elle. Cela me montrait un moi plus jeune, la tenant dans ses bras alors qu'elle avait à peine 2 ans. Je l'ai posée doucement sur le manteau, à côté d'une vieille photo de Grégory au même âge. Mêmes yeux, même sourire, route différente. Dehors, le vent a changé. Quelques oiseaux dispersés depuis la limite des arbres, leurs ailes captant la lumière tardive. J'ai fermé le dossier et j'ai caressé le grain du bois usé du bureau. C'était le premier meuble que mon mari avait jamais construit, solide, patiné et toujours debout. Moi aussi. Le soleil du matin s'étendait doré sur Walnut Creek tandis que je marchais sur le chemin de gravier en direction de la porte d'entrée. Un nouveau panneau avait été installé sur le poteau près de l'entrée, des lettres en bois sculptées à la main et peintes en vert tendre. La cabane n'était plus la mienne comme elle l'avait été autrefois. Mais cela appartenait désormais à quelque chose de plus grand, une cause, un but. Je n'avais pas simplement laissé tomber un acte. J'avais choisi ce que cela deviendrait. Les formalités administratives ont été finalisées la veille. Carole était présente lorsque le représentant de l'association à but non lucratif a signé le transfert. L'organisation se consacrait à fournir des espaces de retraite aux veuves, aux femmes âgées en voie de guérison du deuil et à celles qui recherchaient un renouveau tranquille. J'ai expliqué que la cabane contenait plus que du bois et de la pierre. Il contenait des souvenirs, de la chaleur, une sorte d'abri qui n'était pas seulement physique. Ils ont écouté. Ils ont promis de préserver ce sentiment. Aujourd'hui, une équipe de presse locale est arrivée pour couvrir l'histoire. Au début, je suis resté à l'écart, mais l'un des journalistes m'a gentiment demandé si je voulais me mettre debout pour une photo devant le foyer. J'ai accepté. Le photographe a ajusté son objectif pendant que je me tenais debout, le dos droit, une main posée légèrement sur le manteau. Au-dessus de moi était accrochée la photo de famille qu'Amélia avait rendue, le cadre légèrement ébréché, mais toujours là. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus seulement un spectateur dans ma propre histoire. J'étais le narrateur, l'architecte, le gardien de la mémoire et du choix. Plus tard, je me suis dirigé vers le bord de la propriété. Les arbres murmuraient doucement, comme ils l'avaient toujours fait. Je m'assis sur le vieux banc, maintenant poli et réparé, et laissai le vent peigner doucement mes cheveux. Cet endroit avait été construit autrefois par un homme qui m'aimait. Maintenant, cela aiderait les femmes à retrouver leur force. Alors que je regardais un groupe de bénévoles déballer des coussins et des ustensiles de cuisine, j'ai souri. Certaines histoires ne se terminent pas par un chapitre final, elles évoluent, elles résonnent dans d'autres vies. Le mien résonnerait ici. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà senti mis de côté, oublié ou discrètement effacé, sachez ceci, votre nom compte toujours. Votre présence a du poids. Et parfois, se reconquérir commence par un choix silencieux. Partagez vos réflexions dans les commentaires, peut-être que quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et si cette histoire vous rappelle votre propre voyage, j'aimerais l'entendre. Ces histoires nous relient, à travers les générations, à travers les silences. Merci de votre écoute. Continuons à construire des lieux où les femmes se sentent vues, en commençant par l'histoire entre vos mains.